Très bien, merci Monsieur le Président du jury. Merci Messieurs les membres du jury d'avoir accepté d'intégrer ce jury de thèse. Et merci Mesdames et Messieurs d'assister à cette présentation de mes travaux de doctorat qui portent sur la caractérisation et la limitation des biais de mesure de la histographie par résonance magnétique. C'est un travail, donc, comme il a pu être présenté, qui s'est réalisé sous les directions à la fois d'Eli Van Houten pour l'Université de Sherbrooke et de Bertrand Atris pour l'Université de Montpellier. Le contexte général dans lequel mes travaux de thèse s'inscrivent, c'est celui de l'élastographie. On désigne par élastographie les techniques qui visent à caractériser de manière non invasive les propriétés mécaniques de tissus mous de façon in vivo. On distingue en général une façon de décrire l'élastographie pour la vulgarisation, ça va être de comparer l'élastographie à une palpation virtuelle, où le geste de palpation, qui est un geste médical pratiqué depuis l'Antiquité, vise, via le praticien, à avoir une estimation qualitative des propriétés mécaniques des tissus. Un avantage conséquent de l'élastographie, c'est que les propriétés qu'on va imager permettent d'avoir des ordres de grandeur qui sont très conséquents vis-à-vis d'autres modalités d'imagerie médicale comme l'IRM et l'ultrason. En général, on distingue l'élastographie, on la décompose en 3 étapes que je vais souvent qualifier d'axes au fur et à mesure de cette présentation. La première, c'est celle de la sollicitation mécanique. On va induire un chargement qui va générer une déformation dans le milieu tissulaire. Ensuite, on va utiliser une modalité d'imagerie, l'IRM ou l'ultrason par exemple, pour mesurer cette réponse, le plus souvent sous forme de champ de déplacement. Enfin, on va associer ces champs de déplacement, ces mesures, à des propriétés via un modèle physique, en l'occurrence mécanique. L'élastographie, c'est une discipline qui est technique, enfin c'est une technique qui va être plurielle sous différents aspects. Tout d'abord, elle fait intervenir un nombre assez conséquent de communautés, à savoir que la communauté de radiologues et de physiciens notamment va s'intéresser principalement aux problématiques d'imagerie, donc liées à la mesure, via différentes modalités. Et pour les mécaniciens ou les mathématiciens, ça va davantage être des modèles qui vont être associés à un comportement mécanique. L'élastographie, au fur et à mesure de ces différentes étapes, fait intervenir un tas de techniques et de communautés qui vont avoir des pratiques et des terminologies différentes. Et récemment, des groupes de travaux internationaux se sont rassemblés pour établir notamment ce besoin d'avoir des standards mieux définis qui permettent d'intégrer ces pratiques et ces terminologies entre les différentes communautés. C'est par ce besoin d'établir certains standards que les travaux de cette thèse sont construits. À savoir que j'ai pu présenter les différents axes et on peut voir que chacun peut contenir des aspects qui vont se transmettre ensuite au chaînon suivant. Et donc, ces aspects-là, on va les considérer sous les termes de biais, qui vont être des biais liés aux différentes étapes de l'élastographie. Et l'objectif, c'est de fournir des éléments qui visent à caractériser et à limiter les biais de l'élastographie de résonance magnétique. Pour ça, mon plan est construit autour, tout d'abord, d'une présentation plus générale de ce que j'ai pu vous présenter de l'élastographie par résonance magnétique, et je vais revenir aux aspects qui sont relatifs aux biais. Ensuite, je vais passer plutôt à la partie qui est liée à la mesure, en vous présentant un dispositif de tomographie optique qui vise à fournir des mesures qui ont pour objectif d'être alternatives à des mesures de type IRM. Ensuite, je vais m'intéresser plutôt à l'identification en vous présentant une procédure d'identification qui vise à limiter l'impact des erreurs de mesure dans la reconstruction de propriétés mécaniques. Finalement, je validerai l'ensemble des points qui peuvent être évoqués en observant différentes applications sur différents types de données pour la reconstruction de propriétés mécaniques. Donc tout d'abord, je vais reprendre l'élastographie par résonance magnétique en reprenant chacun des axes et des étapes que j'ai pu présenter précédemment, à savoir la sollicitation, la mesure et l'identification. Et je vais introduire, dissimuler des éléments relatifs aux biais au fur et à mesure de cette partie. Au niveau de la sollicitation, on va distinguer en général 2 natures de sollicitation. On va avoir les sollicitations qu'on va qualifier d'intrinsèques. C'est en fait des déformations physiologiques qui vont intervenir de manière cyclique, comme par exemple le mouvement cardiaque, qui vont avoir des petites amplitudes et une certaine régularité qui est assez difficile à caractériser. Par conséquent, la régularité étant importante, on va avoir un autre type de nature de sollicitation qui va être davantage utilisé dans l'élastographie, c'est des sollicitations qu'on va qualifier d'extrinsèques.
L'objectif ici, c'est de disposer d'un dispositif qui va venir propager en profondeur de l'organe des ondes mécaniques qui vont générer la déformation du milieu tissulaire. On distingue différents types de solutions. Il y a notamment des solutions pneumatiques et piézoélectriques qui vont être exploitées dans la présentation que je vous fais aujourd'hui, mais également des solutions électromécaniques qui sont bien répandues. Un exemple concret qu'on a pu réaliser principalement au début de ces travaux de thèse, c'est un exemple sur un dispositif pneumatique multivoie qui a été développé ici au laboratoire de mécanique et génie civil, en partenariat avec le service expérimental et la plateforme Pro3D. Et pour ça, je remercie notamment chaleureusement Jonathan Barès, Quentin Chapelier, Yvan Duhamel et Gilles Camp pour leurs travaux. Ce dispositif, il est connectable à un réseau air comprimé, ce qui permet son utilisation à la fois dans un environnement de type laboratoire, mais aussi un environnement en milieu hospitalier. Il est composé de plusieurs actionneurs magnétiques qui vont chacun être connectables au dispositif et qui vont être pilotables individuellement à la fois en fréquence et en phase, ce qui nous permet d'accrocher tout un tas d'applications et notamment la reconstruction multifréquentielle. Dans le cadre de l'axe sollicitation de ces travaux de thèse, une fois que le dispositif a été conçu et réalisé, il y a eu tout un travail relativement original pour le développement d'actionneurs qui a porté sur une phase de métrologie qui visait à caractériser le mouvement vibratoire de ce dispositif. Pour ça, on a utilisé une technique de suivi-position, suivi de la position verticale par une technique de rétroéclairage à différentes fréquences qui nous permettait de reconstruire le mouvement d'amplitude dans le temps. De là a découlé plusieurs analyses, notamment une analyse en réponse fréquentielle pour caractériser la capacité du dispositif à reproduire la fréquence imposée, et également des effets de perte de charge pour se placer dans des configurations où le dispositif serait en fonctionnement dans un environnement de type hospitalier. C'est un dispositif qui est transportable. J'ai pu l'emmener avec moi à l'université de Sherbrooke lors de mon déplacement là-bas, et il est actuellement déployé là-bas. Pour donner un cadre un peu plus théorique à la propagation d'ondes mécaniques dans laquelle on va s'intéresser pour l'identification, on va se placer dans un cadre avec des petites perturbations et un mouvement harmonique. Autrement dit, on va pouvoir associer le mouvement temporel à une fréquence de sollicitation. On est dans un cadre matériaux de type viscoélasticité isotrope. On relie les déformations aux contraintes via les modules de Lamé, et notamment un module de Lamé G qui va être complexe. Ce module complexe, il est caractéristique d'une certaine fréquence et il est assez compliqué à déterminer pour l'ensemble des communautés qui peuvent intervenir. Et donc, ce qui est relativement standard dans la communauté, c'est de considérer des modules équivalents, à savoir un module de cisaillement mu. Donc, quand je parlerai de module de cisaillement, je sous-entendrai cette valeur-là, et un taux d'amortissement. Pour les cas quasi incompressibles, on a également l'introduction d'un module de bulk K. Ce qui découle des équations que j'ai présentées ici, ce sont des grandeurs caractéristiques, et notamment une grandeur caractéristique qui a la longueur d'onde de cisaillement. Cette longueur d'onde, elle fait intervenir notamment le paramètre de sollicitation au travers de la fréquence et les paramètres matériaux mu et ρ, ρ étant la densité. Et c'est cette grandeur-là qui, en fait, est l'objet pertinent dans la mesure qu'on effectue en élastographie. Et donc, pour ce qui est de la mesure, quand on s'intéresse à une machine IRM, ce qu'elle réalise et ce qui est l'outil de mesure, c'est le signal RMN, un signal à résonance magnétique nucléaire, qui va associer la sensibilité des spins nucléaires à un champ magnétique. Et donc, ce que réalise une machine IRM, ça va être d'envoyer une série de champs magnétiques différents qui vont permettre en fait de créer une séquence. Et cette séquence va permettre de reconstruire via plusieurs procédures relativement complexes l'information sur le signal en images d'amplitude et en images de phase. Une spécificité de l'ERM, c'est qu'on a besoin également d'informations sur le mouvement. Donc pour ça, les méthodes vont être sensibilisées au mouvement. Il y a des séquences, il y a des gradients d'encodage de mouvement qui vont permettre d'encoder le mouvement temporel dans chacune des directions. Ce qui en découle sont des caractéristiques essentielles qui qualifient la méthode, à savoir un temps d'acquisition qui se fait souvent en compétition avec une résolution spatiale. En découlent des biais, des métriques qui sont importantes pour les communautés d'imagerie. Le rapport signal-bruit en étant évidemment la métrique la plus importante. Il y a également certaines sensibilités à des artefacts qui peuvent découler des choix de séquences qui sont réalisés. Ensuite, la dernière phase
étape de l'élassographie, c'est l'identification. On désigne par identification la procédure, le modèle qui va viser à établir le lien entre mesure et propriété. Pour ça, on distingue en général dans la communauté en élassographie deux types d'approches, à savoir les approches dites directes, qui vont associer une relation linéaire entre le champ mesuré et les propriétés, et les approches qui vont être itératives, où là, on va s'intéresser à un modèle mécanique qui va inclure notamment une géométrie, une sollicitation qui peut du coup introduire un terme de biais, une loi de comportement qui est une modélisation partielle de notre comportement mécanique. Et partant de paramètres de comportement, à savoir des propriétés mécaniques, on peut passer par un problème direct qui va nous donner des quantités observables, à savoir des champs cinématiques. Ces champs cinématiques, on cherche à les comparer à des champs mesurés, expérimentaux, via un problème inverse, qui vont nous permettre de remonter aux propriétés mécaniques. Et donc, c'est la résolution itérative de tout cela qui constitue les méthodes. Une méthode itérative qui est particulièrement développée et exploitée dans la communauté de l'élassographie par ondes magnétiques, c'est la méthode Subzone NLI. C'est une méthode qui a été développée il y a une quinzaine d'années par plusieurs groupes, principalement aux États-Unis, mais qui est également exploitée notamment au Canada et en France, et qui, dans notre cas, est hébergée sur les serveurs Beluga et Narval de l'Alliance de recherche du Canada et de Calcul Québec. Une spécificité de cette méthode Subzone NLI, c'est qu'elle va utiliser des subzones, donc des sous-domaines. Et cette décomposition en sous-domaines présente de nombreux avantages, principalement liés à la stabilisation des reconstructions à une échelle globale et à la parallélisation pour optimiser le calcul. Au niveau des formations, la nature multigroupe de l'algorithme fait qu'on a une grande diversité des formulations qui peuvent être exploitées, et notamment des formulations qui portent sur la viscoélasticité anisotrope, qui est aujourd'hui certainement la formulation la plus exploitée dans les études qui sont publiées. Au niveau du fonctionnement de la méthode, de l'algorithme, on va partir de données d'entrée qui incluent notamment la sollicitation, nos mesures expérimentales et notre choix de modélisation, auxquels on va associer des propriétés mécaniques, ajoutant des paramètres de régularisation. On va partir sur un nœud de calcul maître qui va piloter un problème d'optimisation globale, et son travail va être de générer à partir des mesures une grille qui va permettre de décomposer en sous-domaines notre problème. Ensuite, à chaque sous-domaine, on va pouvoir associer un nœud de calcul dit esclave qui va chercher à effectuer la résolution à l'échelle de la zone. Cette résolution, elle consiste en une méthode itérative, donc un problème direct via une solution élément fini, un problème inverse via une technique de gradient, et une mise à jour des propriétés. On peut appliquer un test de convergence à l'échelle de la zone, donc un test de convergence locale, qui va nous permettre de remonter vers les valeurs identifiées de la zone. Une fois que toutes les zones, donc tous les nœuds de calcul esclave ont fourni un résultat, le nœud d'optimisation globale va pouvoir grouper tout cela, effectuer une technique de filtrage spatial qui va nous permettre d'arriver à une mise à jour des propriétés à l'échelle globale. Et donc, on applique à nouveau un test de convergence ici, ce qui permet d'arriver à la fin des propriétés finales. Plusieurs paramètres interviennent dans des procédures comme celle-ci, à savoir notamment une qualification de la qualité des données qui se fait dans notre cas au travers d'un paramètre que je vais appeler OSS-SNR, qui est en fait un rapport signal-bruit basé sur une norme de la déformation de cisaillement, qui est moyennée en temps et en espace, cette métrique-là étant plus pertinente pour l'identification que le champ de déplacement. On a une deuxième métrique qui peut être le rapport entre la longueur d'onde et la taille de la zone. Ce rapport-là, en fait, il fait intervenir différents paramètres via notamment la longueur d'onde. J'avais précisé qu'elle contenait des informations relatives à la sollicitation, des informations relatives aux matériaux. Et ensuite, nous, dans nos traitements, on est capable de piloter la taille de la zone en la fixant numériquement. Et donc, cette grandeur-là a une pertinence très importante puisque c'est la quantité d'informations qu'on peut avoir dans notre zone. Enfin, d'autres paramètres qui peuvent intervenir sont les paramètres initiaux qui vont être l'initialisation de notre modèle d'identification et des niveaux de régularisation dont je vais pouvoir vous parler plus tard. Je terminerai cette première partie en évoquant une application qui a fait l'objet d'une publication récente de Van Houten et collaborateurs il y a quelques mois. Cette application, elle s'intéresse à un cas 1D où on est capable d'identifier la valeur de la solution analytique de la vibration d'une barre. Cette barre, elle est caractérisée par des paramètres matériaux et de sollicitation qu'on associe à notre longueur d'onde. Et ce qu'on peut observer,
pour des conditions limites données, c'est une certaine solution analytique. On peut ensuite bruiter cette solution analytique qui va nous générer un bruit à la fois sur les données intérieures et sur les conditions limites. Et en appliquant de nouvelles conditions limites, à savoir désormais cette condition limite en violet, on a une nouvelle valeur de la solution analytique. On peut bien voir qu'il y a une différence entre ces deux ondes, alors qu'on respecte, dans les deux cas, une même longueur d'onde, à savoir qu'on a les mêmes propriétés et les mêmes paramètres de sollicitation. En revanche, ce que fait une identification, ça va être à la fois de respecter les conditions limites et de respecter les données intérieures. Donc l'objectif, c'est de partir de ces points-là et de venir fitter au mieux possible l'ensemble des points de mesure perturbés. Et ce qu'on observe, c'est qu'on a des ondes qui vont être sensiblement différentes avec ce qu'on est censé avoir. Et donc, ces longueurs d'onde, en fait, nous font remonter aux propriétés mécaniques. Et ce que tout cela sous-entend, c'est que la condition limite, l'apparition de ce point qui perturbe notre identification, va prédominer dans la sensibilité des méthodes. Je vais maintenant passer à une partie qui porte sur l'axe mesure, à savoir un dispositif de tomographie par découpage optique pour reconstruire des champs de déplacement qui seraient utilisés dans un cadre similaire à celui de l'IRM. On est parti du constat qu'il y avait plusieurs contraintes qu'on pouvait avoir avec l'environnement IRM. Tout d'abord, évidemment, pour nous mécaniciens, il peut y avoir des problèmes liés à l'accessibilité et au coût d'une telle machine. Et d'un point de vue plus caractéristique, on a des informations relativement limitées sur la caractérisation des erreurs, à savoir que la séquence ERM, c'est un processus complexe qui, à la fin, nous donne certaines valeurs, mais l'estimation des erreurs est relativement difficile à la méthodologie est mal intégrée, on va dire. Enfin, je dirais qu'il y a des artefacts qui peuvent intervenir, notamment des couplages fluides-solides qui reposent des problèmes au niveau du signal RMN et donc qui nous créent, par exemple, des images fantômes, comme vous avez ici un exemple dans la horte. Donc, ce sont différents choix qui nous ont poussés à s'intéresser à une méthode qui pourrait fournir des déplacements similaires, mais de manière alternative. Pour ça, le choix s'est porté sur la tomographie optique, en reprenant des travaux qui avaient été développés par Pascal Doumalin et Jean-Christophe Dupré à l'Institut de Péprim il y a de ça une quinzaine d'années et qui se poursuivent. Et en fait, un avantage conséquent de la tomographie optique, c'est que le dispositif est accessible directement dans leur laboratoire à Poitiers et que les travaux qui avaient été faits pour fonder ce dispositif permettaient notamment une caractérisation beaucoup plus directe des erreurs. Donc, notre objectif, ça a été de passer du développement du dispositif dans sa forme originale qui s'intéressait à des sollicitations quasi statiques, à un contexte qui est celui de l'élastographie par résonance magnétique, à savoir des vibrations. Donc pour ça, le montage original, il était composé d'une source laser qui passait par un montage optique qui générait un faisceau plan. Et ce faisceau plan, on allait piloter sa position de coordonnées Z par rapport grâce à un miroir fixé sur une plateforme de translation. Ce faisceau plan, il éclaire donc un plan XY d'un échantillon fantôme relativement transparent pour être imagé. Et l'utilisation d'une caméra permettait de capter le niveau de gris dans l'état donné. Si on veut s'inscrire dans un contexte qui est celui de l'élastographie, on va chercher à générer un mouvement qui va être vibratoire. Donc pour ça, on dispose d'un support qui va être vissé à un actionneur piézoélectrique et l'échantillon fantôme va être disposé sur support. On va avoir un mouvement vibratoire, à savoir qui va être piloté à la fois en amplitude et en fréquence, qui va reproduire un mouvement généré par un générateur basse fréquence. Et donc cette tension-là génère un mouvement vibratoire, et connaissant la période de cette sollicitation harmonique, on est capable de réaliser des acquisitions à diverses phases d'une période de sollicitation. Et donc en donnant plusieurs impulsions à la caméra, on est capable de couvrir le mouvement harmonique dans un plan. Et une fois que ce mouvement est couvert, on peut passer au plan suivant, donnant une impulsion à la plateforme de translation sur laquelle disposait le miroir pour couvrir un autre plan. Et ainsi, en quelques minutes, on est capable de couvrir à peu près 1000 plans d'images pour les 20 phases données. Ensuite, ce qui est réalisé numériquement avec ces images brutes, ça va d'abord être une procédure de filtrage qui va viser à prendre en compte l'atténuation lumineuse via une loi de Berlambert. Ce redressement de niveau de gris, il va ensuite être utilisé via une procédure de corrélation digitale volumique,
remonter au déplacement temporel volumique associé à la phase à laquelle on image. Enfin, on va prendre toutes ces phases sur lesquelles on a fait la sollicitation et l'acquisition, et on va pouvoir réaliser une procédure de filtrage harmonique qui va projeter dans le mouvement associé à la fréquence de sollicitation nos déplacements. Ce qu'on obtient à la fin sont des déplacements complexes. Au niveau de la procédure de corrélation digitale volumique, c'est une procédure qui avait été développée dans les travaux originaux et qui a donc été étendue à celle-ci. Il n'y a pas de grande différence, si ce n'est qu'on va s'intéresser à différentes phases et donc on va avoir différentes corrélations pour chacune des phases de sollicitation. Ce qu'on cherche, c'est à déterminer une transformation qui va contenir 12 paramètres entre une image courante et une image de référence. Ces paramètres qui vont inclure les translations, les cisaillements, les rotations et les dilatations dans l'espace. On effectue cette procédure de corrélation sur des subsets isotropes de 51 voxels avec des pattes grilles de 20 voxels isotropes également. Enfin, on a un critère de type ZNCC qui pilote la convergence de la procédure. Ce qui en découle sont des déplacements temporels pour les 20 phases de sollicitation sur environ 40 par 40 par 40 points de mesure. Enfin, des outils d'estimation statique qui avaient déjà été mis en place permettent d'estimer, de quantifier l'erreur associée dans chaque direction à ces champs de déplacement. À savoir que l'erreur est de 6 microns dans les directions X, Y et de 19 microns dans la direction Z, celle-ci étant moins bien résolue puisque c'est la direction hors cours. Enfin, la dernière procédure, c'est un filtrage harmonique où là, connaissant la fréquence de sollicitation, on va pouvoir convertir nos champs temporels en champs harmoniques. Et c'est quelque chose qui correspond à effectuer un filtrage temporel sur nos données. Je reviendrai plus tard sur ces mesures en les intégrant à des procédures de reconstruction. Mais d'abord, justement, je vais parler d'identification, où là, notre objectif, c'est de réduire l'impact de mesure dans la procédure. Pour reprendre ce problème-là, l'algorithme Analyze Subzone, ce qu'il effectue, c'est une décomposition d'un domaine oméga en plusieurs sous-domaines, où le IM sous-domaine va être un domaine oméga I. On associe à ce domaine-là une certaine frontière, et notre objectif, c'est de calculer des champs de déplacement sur ce domaine-là, et que ces champs de déplacement calculés, cinématiquement admissibles, soient minimisés par rapport à des mesures expérimentales. Pour ça, on se place dans un cadre avec plusieurs hypothèses. On va notamment négliger les densités de force volumiques. On va également considérer que les déplacements sont connus sur l'ensemble de la frontière et du domaine, bien sûr. Et enfin, on va appliquer une hypothèse de quasi-incompressibilité, sachant qu'on travaille sur des tissus fortement chargés en eau, ce qui va nous permettre de gérer un terme de pression. Le problème de référence qui en découle, c'est ce problème-là, où on peut voir que l'équilibre est défini notamment par la divergence de la contrainte par rapport au mouvement harmonique, la divergence du déplacement par rapport au terme de pression, et enfin un terme sur la frontière qui est une condition aux frontières de type Dirichlet. Cette condition, elle contient et elle introduit le terme UM dans notre problème de référence. C'est quelque chose qui semble problématique, puisque UM est une donnée expérimentale et donc elle contient de l'erreur et que cette erreur va se propager dans notre problème. Pour ça, notre objectif, ça va être de la contourner. Donc pour ça, on va définir un champ adjoint qui est composé des variables W et Q, associées respectivement au déplacement et aux pressions, et on va venir multiplier nos équations d'équilibre pour pouvoir obtenir cette forme faible du problème de référence. On peut ensuite associer cette forme à un problème d'équilibre en la fixant à 0, ce qui va nous permettre de définir des ensembles notamment associés aux fonctions d'essai, aux fonctions test. Enfin, j'introduis un terme de régularisation sur la variation totale des propriétés identifiées. Et en groupant tout cela, on est capable de formuler un opérateur lagrangien qui contient notre terme de fonctionnel régularisé, ainsi que la contrainte d'équilibre. Ce qu'on veut réaliser, c'est un problème d'optimisation, minimiser notre opérateur lagrangien dans chacune des directions possibles par rapport aux fonctions qui sont définies et nos variables. Et donc, on va avoir d'une part par rapport à U, par rapport à W, par rapport à θ. La première minimisation, elle nous amène ce qu'on appelle le problème en équilibre. La seconde, c'est le problème en mesure.
Et en fait, ces deux problèmes-là, ensemble, forment ce qu'on appelle le problème direct adjoint. Ce qui était réalisé précédemment, c'était une résolution découplée de ces équations, à savoir d'abord le problème d'équilibre, qui était réutilisé pour le problème de mesure. Maintenant, ce qu'on veut effectuer, nous, c'est une résolution couplée de ces problèmes-là pour le faire en une seule opération. Ensuite, une fois que le problème direct est résolu, on obtient des champs cinématiques, donc notamment nos champs U et W, qu'on va pouvoir réintroduire pour calculer ce qui est le problème inverse, où là, via une technique du gradient conjugué, on peut remonter aux propriétés. Donc, si je reviens sur le problème direct, je vais comparer les deux approches, à savoir que la résolution découplée qui était anciennement utilisait d'abord le problème en équilibre qui reformulait ce système-là sous sa forme forte. Et en fait, ce système, il est équivalent au problème de référence avec lequel on est parti de slide auparavant. Ensuite, on utilisait le fait d'avoir calculé notre champ U pour le réintroduire au second membre ici et calculer notre problème en mesure. À partir de ça, on peut constater qu'on a d'abord une double résolution d'un même problème matriciel. Donc, tous les termes apparaissant en vert sont identiques et ils formulent, dans leur forme discrétisée, une même matrice, ce qui présente des avantages conséquents en termes de temps de calcul. La seule différence qu'on a entre ces deux problèmes, en fait, c'est sur le second membre, où là, cette fois-ci, on va utiliser le calcul du champ U dans le premier problème pour modifier le second membre du second problème. En revanche, il y a toujours un terme problématique pour nous, à savoir que le déplacement à la frontière sur le champ U est imposé comme étant l'équation de mesure. Donc, ce qu'on réalise pour contourner ça, c'est une résolution couplée de notre système, où cette fois-ci, je vais résoudre les deux problèmes ensemble. Et ce qu'on obtient, c'est une forme qui est celle-ci, où on a un couplage des systèmes matriciels qui vous ont été présentés précédemment, également un couplage des seconds membres, mais en revanche, on a ce terme U égale UM qui n'est plus présent. Ce qu'on peut voir simplement ici, c'est que le terme sur la frontière qui est que le champ adjoint est connu à la frontière est en fait suffisant pour le calcul du problème direct dans ce cas-là. Donc, on a deux types de problèmes qu'on va chercher à comparer. On a le problème DFC pour Displacement Field Condition, donc la condition porte sur le champ de déplacement, et AFC pour Adjoint Field Condition, où la condition porte sur le champ adjoint W. Un premier impact assez immédiat et évident de cette nouvelle approche, c'est sur le coût de calcul. On voit qu'on a couplé nos problèmes, donc on va augmenter nos tailles de discrétisation, et notamment par élément fini. On peut voir que la comparaison entre matrice AFC et DFC va en fait doubler la taille des matrices, ce qui nous fait estimer un temps de résolution du problème direct par inversion qui va être à peu près multiplié par 10. Et multiplié par 10, le problème direct revient à allonger la procédure d'identification dans son ensemble d'un facteur 2. Donc, c'est un premier impact qui est relativement conséquent. Ensuite, je vais terminer en présentant quelques aspects qui sont relatifs au maillage et aux effets de zone qu'on a avec l'algorithme NLI Subzone, à savoir que les mesures sont le support qui vont fournir l'ensemble des discrétisations sur lesquelles on va effectuer notre procédure d'identification. On travaille avec des déplacements qui sont sur des éléments hexaédriques quadratiques et qui présentent un support géométrique partagé avec les éléments de pression qui sont de type P4. Enfin, les propriétés, elles vont être sur des éléments linéaires, hexaédriques également. Et tout cela va nous permettre de composer les zones. Ce qu'on a en fait, une spécificité d'NLI Subzone, c'est qu'on a un chevauchement des zones. Donc, on va avoir certains points de mesure et donc certaines propriétés identifiées qui vont être partagées et qui vont être identifiées plusieurs fois sur différentes zones. En effectuant des moyennes sur l'identification de ces zones, on est capable de constater qu'il y a un gain de stabilité relativement conséquent grâce à ce chevauchement. Enfin, je terminerai avec une procédure qui arrive en post-identification, où cette fois-ci, on va venir appliquer un filtrage spatial de type avec un noyau gaussien, qui va nous permettre de lisser nos propriétés identifiées en pénalisant les forts gradients de propriétés qu'on peut avoir, ce qui constitue du coup un certain enjeu pour la détection à une certaine échelle. Voilà, je vous ai présenté quelques méthodes. Je vais désormais m'intéresser à la valorisation de ces travaux à travers différentes applications qui vont d'abord porter sur des données de type in silico, c'est-à-dire des données simulées, ensuite des données in vitro, qui vont en fait être les données sur matériaux fantômes par le dispositif de tomographie optique, et enfin des données de type in vivo, où cette fois-ci on va s'intéresser au cerveau humain acquis par IRM.
Le modèle numérique pour les données in silico, son objectif de développement, c'est de comparer les approches DFC et FC que je viens de présenter. Pour ça, on travaille sur un modèle élément fini qui est un cube qu'on appelle matrice, qui va contenir une inclusion qui va être sensiblement plus rigide. On va générer un déplacement, une sollicitation en cisaillement sur toutes les phases de notre cube, à savoir que c'est quelque chose qui nous permet de générer des déplacements en cisaillement qui vont être les plus uniformes possibles dans l'ensemble du domaine. Ensuite, on va interpoler ces champs sur une grille régulière qui servira de support aux mesures et donc aux constructions. Et on va perturber ces données-là par un bruit gaussien qui va nous donner différents types de données à considérer. On fait ainsi plusieurs perturbations, ce qui nous permet, in fine, de comparer 180 instances d'OSS-SNR. Donc, on qualifie la qualité de la mesure via la déformation de cisaillement normé. Et on va avoir différents cas qui portent sur nos déplacements de référence qui permettent de constater qu'on va avoir une dégradation progressive des données. On est dans des configurations où, sur la construction, on compare AFC et DFC. Et notre objectif, c'est d'observer des cas avec des configurations et des initialisations d'identification qui sont confortables. Autrement dit, on a un rapport entre la longueur d'onde et la taille de zone qui est égal à 1, et on a des modules initiaux qui sont très proches de ceux de la matrice. On effectue nos identifications sur 35 par 35 par 35 nœuds de mesure, et donc tout autant de propriétés. On compare AFC-DFC, et je vais notamment introduire une norme de l'erreur moyennée qui permet sur les modules identifiés, qui permet de comparer et d'intégrer les hétérogénéités matérielles. Si j'ai une approche d'abord qualitative sur cette sensibilité au rapport signal-bruit, donc à l'OSS-SNR, on peut voir que l'objectif ici, c'est de comparer DFC et FC pour le module de cisaillement de mu et le taux d'amortissement aussi. Pour ça, dans un cas faiblement perturbé, où on observe du bruit, mais des déplacements relativement lisibles, on va avoir une identification entre les deux méthodes qui va être très stable. Donc, on va avoir peu de différences visuelles sur la comparaison de ces coupes telles qu'elles sont construites. En revanche, si je perturbe mes données, donc je dégrade la valeur, que je diminue la valeur de SSNR puisque j'augmente le bruit, alors on va observer qu'avec DFC, on commence à avoir une certaine divergence des valeurs identifiées. On a une surestimation au cœur de la coupe qui est identifiée, tandis que DFC demeure assez stable et présente toujours une matrice assez homogène et une sensibilité identification puisqu'on a une zone plus rigide au cœur. C'est une tendance qui se poursuit dans des données extrêmement perturbées. Vous voyez qu'ici, les champs d'onde sont quasiment illisibles. Et DFC, en fait, a totalement surestimé notre module de cisaillement, totalement sous-estimé notre taux d'amortissement, tandis qu'AFC demeure assez stable avec une matrice encore assez homogène et toujours une certaine sensibilité à l'inclusion. Je peux regarder aussi ces résultats de manière plus quantitative en présentant directement l'évolution de l'erreur par rapport au niveau de bruit. Et ce qu'on observe, c'est qu'on a une très nette divergence entre les deux méthodes, DFC en bleu et FC en rouge, à partir des valeurs de SSSNR autour de 7. Ce que ça veut dire, c'est que des données DFC qui étaient auparavant très perturbées étaient présentées à un fort niveau d'erreur, tandis que désormais, AFC arrive à stabiliser ces erreurs-là en ayant des identifications, notamment sur le module de cisaillement, très proche d'une identification homogène où on serait égal à la valeur de la matrice. Donc, tout ce que cela veut dire, c'est que désormais, on peut s'intéresser, grâce à ce gain de stabilité de l'approche AFC, à des données qui seraient bien plus perturbées, qui présenteraient un niveau de SSNR plus bas, comme les données précliniques, par exemple. Ensuite, pour la deuxième application, c'est le paramétrage in vitro. Ici, je vais parler des données qui sont issues de la procédure que j'ai pu décrire dans la partie de l'axe mesure. Pour ça, on travaille sur des échantillons de silicone qui sont de type de différents échantillons de silicone, pardon. On va avoir des échantillons homogènes où on a uniquement une matrice souple, des échantillons inclusion où on va avoir une inclusion rigide qui va à peu près faire les mêmes dimensions et qui représente une faible proportion du volume que ce qu'on pouvait avoir précédemment sur le modèle in silico. Et enfin, on va avoir un échantillon bicouche où on aura la partie rigide en dessous et la partie souple au-dessus. Au niveau des reconstructions, on isole uniquement la formulation AFC et on se place dans des configurations qui sont relativement confortables pour la partie souple.
Si je regarde à nouveau qualitativement d'abord ces résultats, on peut voir que pour l'identification homogène, on a des valeurs assez stables qui vont osciller entre 2 et 4 kPa sur le module de cisaillement. Avec l'inclusion, on observe que l'inclusion dans les différents plans de coupe est détectée, ce qui est plutôt un bon indicateur pour la détection d'hétérogénéité. C'est une tendance qu'on observe également sur le matériau bicouche, où on observe très clairement une frontière à mi-hauteur entre la région souple et la région rigide. Sur le module de cisaillement, on observe certaines hétérogénéités, cependant les conclusions sont moins évidentes. Ça viendrait en partie du fait qu'on ait peu d'informations sur le taux d'amortissement de nos échantillons et par conséquent que le niveau d'hétérogénéité il est assez complexe à décrire et à définir pour nous. Si je représente les valeurs que je vous ai montrées sous forme de carte ici en histogramme, on peut voir qu'en partitionnant région souple et région rigide via les informations géométriques qu'on a dans la construction des fantômes, on est capable d'assez nettement distinguer les hétérogénéités, à savoir que la région souple va être avec des valeurs qui vont être assez reproductibles pour chacun des échantillons, qui vont être entre 2 et 4 kPa avec une valeur moyenne autour de 3, tandis que la région rigide, elle va être plus élevée. En revanche, on a une dispersion des données identifiées dans la région rigide qui est importante. Une façon d'expliquer ça, c'est de partir du constat que la région rigide est rigide, donc elle présente un module de cisaillement très élevé et donc une longueur d'onde qui va être plus importante. Et donc c'est en fait, si on regarde au travers du rose, donc ce rapport entre la longueur d'onde et la taille de zone, ça nous place dans une situation où on a moins d'informations spatiales sur l'identification et donc on a moins d'informations sur la longueur d'onde, ce qui fait que l'identification est moins pertinente puisqu'elle manque d'informations. Donc, c'est quelque chose qui permet de limiter un petit peu et de qualifier ces reconstructions. Enfin, je vais terminer en présentant des reconstructions in vivo. Notre objectif ici, c'est de reprendre sur la même base que ce qui avait été fait sur le in silico, une comparaison entre DFC et AFC. Pour ça, je m'intéresse au cerveau humain, avec des données qui ont fait l'objet d'une publication l'an dernier par le groupe de Curtis Johnson et Dan Smith à l'université de Delaware. Et leurs travaux portaient sur des reconstructions du cerveau humain avec des données de sollicitation qui étaient dans différentes directions. On avait des directions antéro-postérieures et des directions de sollicitation gauche-droite. Et donc, en fait, ce qui découle de ça, via les dispositifs d'actionneurs, c'est des qualités de données qui vont être différentes. La direction antéro-postérieure étant celle qui est majoritairement utilisée pour l'élastographie du cerveau, et la direction gauche-droite présentant des moins bonnes connexions entre la tête, le crâne et les connecteurs, ce qui va faire qu'on va avoir une transmission du mouvement vibratoire moins bonne, et donc un rapport signal-bruit plus important avec les données LR, plus faible, pardon, avec les données LR. Ce qu'on peut voir ici avec ces cartes, les données LR ont un rapport signal-bruit plus faible, donc plus de bruit, tandis que les données AFP sont en général de meilleure qualité. Donc, ce qu'on veut faire, c'est comparer ces données. Pour ça, on va travailler sur un unique sujet sain, féminin de 21 ans, avec une fréquence de sollicitation de 50 Hz. On va effectuer la reconstruction par DFC et AFC dans des configurations qui sont identiques à celles de l'étude originale publiée l'an dernier par Dan Smith. On effectue la reconstruction sur environ 5 millions de nœuds. Et ce qu'on obtient, si je vous représente ici une coupe d'intérêt, c'est des reconstructions des modules de cisaillement et des taux d'amortissement d'une coupe d'intérêt pour les approches DFC et AFC. Ce qu'on peut voir pour les données AP, donc les données antéro-postérieures qui sont de bonne qualité, c'est des reconstructions assez similaires, ce qui corrobore plutôt bien les résultats qu'on pouvait avoir avant, étant donné que les données AP sont des données de bonne qualité. En revanche, si on s'intéresse à des données plus bruitées, les données LR, on va avoir une surestimation, lorsqu'on regarde DFC, d'une certaine zone qui, en fait, correspond à un rapport signal-bruit plus important dans cette zone-là. Et donc, il y a un manque de stabilité, et ce manque de stabilité il pourrait être partiellement compensé par l'approche des AFC, puisque dans cette zone-là, on observe relativement peu d'hétérogénéité, mais des valeurs qui sont plus cohérentes, étant donné qu'elles sont de l'ordre de 3 kPa, alors que 6 kPa semble clairement surestimer les valeurs traitées du cerveau à ce moment-là. Donc, si je compare les approches AP et LR pour les données DFC et AFC, on peut voir ici avec ces cartes qu'on a une différence entre les deux reconstructions qui est beaucoup plus faible. Cette différence beaucoup plus faible sous réserve que le comportement est majoritairement isotrope du cerveau humain semble
valoriser l'approche AFC, puisque celle-ci est capable de retrouver des identifications plus proches. Quelque chose qu'on peut regarder de manière plus directe en moyennant sur l'ensemble des données que j'ai les reconstructions. Et ici, on peut voir qu'on a une réduction de la variabilité des modules identifiés qui est de l'ordre de 50% grâce à l'approche AFC. Autrement dit, sous réserve d'un comportement isotrope du cerveau humain, ce qui est relativement cohérent, on peut avoir une fiabilisation des données réelles, des données in vivo, dans des régions à faible SNR. Voilà, pour faire une synthèse des applications qui vous ont été présentées, je reprendrai tout d'abord celle de l'axe mesure, donc des données par tomographie par découpage optique. Ici, on a pu voir qu'on était capable de distinguer des hétérogénéités dans nos matériaux fantômes, les 3 matériaux, échantillon homogène, relativement homogène, et on a eu une certaine reproducibilité entre les données des régions souples qui étaient identifiées. Donc, c'est quelque chose qui semble plutôt encourageant pour valider la procédure et l'ensemble des développements qui ont été faits à partir de la sollicitation mécanique, en passant par la mesure, l'ensemble des procédures numériques jusqu'à l'identification. Au niveau de l'axe identification, ce qu'apporte l'approche AFC peut sembler assez conséquent, puisque des reconstructions à faible SNR présentent un gain de stabilité des identifications qui est conséquent. C'est quelque chose qu'on a pu vérifier à la fois de manière in silico et à la fois de manière in vivo. Une application directe, c'est par exemple de considérer des données qui seraient davantage bruitées, ce qui permettrait d'élargir le champ des données d'application qui sont issues d'une procédure expérimentale. Enfin, d'autres résultats qui n'ont pas été présentés ici portent notamment sur les sensibilités de l'approche AFC et le gain qu'elle permet pour les tailles de zone et l'initialisation des modules. Et enfin, une étude in vivo que j'ai réalisée permet de réduire, d'indiquer qu'il serait possible de compenser le gain de stabilité de l'approche AFC par une réduction des paramètres de régularisation, ce qui nous permet à terme de s'intéresser à des détections d'hétérogénéité qui seraient d'un ordre de grandeur sensiblement plus petit que celui qu'on a actuellement avec les standards de la méthode. Je vais maintenant vous présenter mes conclusions et perspectives de ces travaux. Et je débuterai en partant d'un constat qui est celui qu'on a pu faire il y a quelques mois à l'hôpital de la Charité de Berlin, où on avait pu voir qu'un rassemblement d'une grande part de la communauté internationale d'élassographie par danse magnétique présentait des travaux qui étaient très majoritairement axés autour des applications cliniques. Et donc, c'était des cliniciens qui présentaient majoritairement leurs travaux. Et ce que ça symbolise, c'est que ce milieu-là, et la finalité que l'application clinique représente a adopté l'élassographie par danse magnétique et qu'aujourd'hui, c'est le besoin de finalité qui est le moteur de la recherche. En revanche, on a pu voir avec ce que j'ai pu vous présenter ici que cette application clinique, c'est une finalité de ce qu'est l'élassographie par résonance magnétique. Et en réalité, c'est une chaîne avec plusieurs chaînons qui vont propager certaines erreurs et certains biais. Et c'est notamment la façon dont se propagent ces biais et comment on peut les mesurer qui permet d'établir certains points pour limiter leur impact. Pour ça, du coup, mes travaux ils sont concentrés sur les divers axes, donc ces différentes étapes qu'on a dans l'élassographie par résonance magnétique, à savoir tout d'abord la sollicitation, où on s'est intéressé à la conception, à la réalisation et à la caractérisation d'un dispositif d'actionneur pneumatique. Ensuite, pour la partie mesure, il y a eu l'introduction d'un dispositif qui vise à fournir des mesures qui pourraient être alternatives à l'IRM pour des matériaux fantômes. Et enfin, pour la partie identification, l'objectif, c'était de réduire l'impact des erreurs de mesure dans les procédures d'identification. Au niveau des perspectives, tout d'abord, pour le dispositif d'actionneur, la perspective la plus évidente, elle n'est pas vraiment technique, mais elle va plus être d'un ordre administratif, où le dispositif, considérant qu'il est fonctionnel, devrait faire l'objet d'une validation d'un dossier pour valider un protocole éthique, afin qu'il puisse être utilisé dans un environnement hospitalier. Au niveau du tomographe par découpage optique, on a pu voir qu'il y a une certaine validation, cependant, confronter le dispositif et les mesures qui peuvent être fournies à des données de type IRM permettrait d'être une étape supplémentaire dans la validation de ces données-là. À plus long terme, on pourrait s'intéresser à utiliser cet outil qui est le tomographe pour être un outil métrologique pour les séquences CERM.
par exemple, on a pu voir qu'il y avait des limites dans les couplages fluide-solide dans les acquisitions IRM. Ce sont des choses qui permettraient d'envisager le développement de fantômes, qui intégreraient ce couplage et permettraient ainsi d'avoir des mesures qui seraient des références pour le pilotage séquence variable. Au niveau de la stratégie d'identification, finalement, je vous l'ai présenté dans sa formulation isotrope. Passer vers l'anisotropie semble assez évident, étant donné que c'est la formulation la plus utilisée actuellement. Et ça représente un travail qui est pas si conséquent. Ensuite, je terminerai en présentant par exemple cette étude réalisée par des collègues de l'Université de Delaware qui porte sur l'élastographie appliquée au petit animal. Ce sont des études précliniques qui présentent un fort niveau de bruit et qui ont pu être validées grâce à l'approche AFC, là où elles étaient limitées pour l'instant par l'approche DFC. Donc on a plusieurs études où l'approche AFC